Chapitre 4. Les difficultés de la monarchie sous Louis XVI. Pourquoi Louis XVI doit-il faire face à de nombreuses difficultés? Donc ce qui va nous intéresser ici, on le voit avec cette frise chronologique, va se passer entre 1774, date du début de règne de Louis XVI, et 1792, date de la fin du règne de Louis XVI, un an avant sa mort. Donc nous allons voir dans cette partie, dans ce chapitre, la déclaration d'indépendance américaine et le rôle qu'y jouent les Français, les difficultés de la monarchie sous Louis XVI et les cahiers de doléances, c'est-à-dire les vœux des Français avant la Révolution. Donc en premier, nous allons nous intéresser donc à l'impact de la Révolution américaine, qui va être le grand 1. On voit ici dans ce tableau du 19e siècle Lafayette, donc qui est présent à côté de Rochambeau et de Washington, qui montre bien la présence des Français lors de la guerre d'indépendance américaine. Donc grand 1, l'impact de la Révolution américaine. Alors nous avons vu des extraits de documentaires en classe qui rappelaient que les Britanniques avaient 13 colonies au nord-est des États-Unis, que les colons britanniques au XVIIIe siècle se plaignent de la façon dont ils sont traités par la monarchie anglaise, notamment ils se plaignent des nombreux taxes et des nombreux impôts qu'ils doivent payer. Ils vont donc lancer une guerre d'indépendance contre l'Angleterre. L'armée américaine va être dirigée par le général Washington et ils vont faire cette déclaration d'indépendance au nom d'un certain nombre de droits de l'homme comme la liberté ou l'égalité. Donc lors de cette guerre, ils vont être aidés par la France qui trouve ici un moyen de se venger des défaites de la guerre de 7 ans quelques années auparavant. Ils vont être encouragés en cela par l'ambassadeur américain à Paris, Benjamin Franklin. Le général français qui dirige l'armée de 6000 hommes envoyée par Louis XVI s'appelle Rochambeau. Et cette guerre d'indépendance va aboutir donc à la victoire américaine, aidée des Français, notamment grâce à la victoire de Yorktown. Donc suite à cela, les Américains vont pouvoir rédiger une constitution. Donc constitution qui nous intéresse puisqu'elle reprend les idées de Montesquieu d'une séparation des pouvoirs en 3, donc pouvoir judiciaire avec la Cour suprême, le pouvoir exécutif qui dirige le pays avec le président élu pour 4 ans, et le pouvoir législatif avec le Congrès qui est composé d'un Sénat et d'une Chambre de représentants. À l'époque, seuls les propriétaires votent, c'est-à-dire que c'est un suffrage censitaire, les plus pauvres ne votent pas, ainsi que les femmes, les Indiens ou les Noirs. Donc cette constitution américaine de 1787 est un modèle pour les révolutionnaires français plus tard. Donc pour résumer, petit 1, la Révolution américaine, les 13 colonies anglaises d'Amérique se déclarent indépendantes le 4 juillet 1776. Elles le font au nom de l'égalité, de la liberté et du droit d'un peuple à choisir son gouvernement. Après 8 années d'une guerre gagnée par les Américains, donc avec l'aide militaire de la France, l'Angleterre reconnaît l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1783. En 1787, les États-Unis rédigent une constitution. Elle applique donc la séparation des pouvoirs en 3, pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. George Washington va être élu le premier président de la République des États-Unis. Bon, quel est l'impact de la Révolution américaine en France? Eh bien, les Français vont s'enticher d'une certaine façon des États-Unis et de la mode de ce qui se passe aux États-Unis. On voit ici un tableau où Benjamin Franklin est couronné par la reine Marie-Antoinette. Donc cette révolution est plutôt bien accueillie, de manière un peu surprenante, vu les conséquences idéologiques qu'elles auront plus tard. Donc petit 2, l'impact en France. L'influence de la Révolution américaine est très grande. Elle prouve qu'un peuple peut renverser son roi et que les idées des Lumières peuvent être appliquées. On voit donc là qu'il y a une sorte de contradiction entre l'accueil très bon qui est fait en France et finalement les idées qui sont diffusées par cette révolution, notamment le fait de renverser son roi. Donc voilà pour la première partie. Nous allons maintenant nous intéresser à Louis XVI plus précisément et notamment à la situation financière catastrophique du régime à la fin du XVIIIe siècle. Donc Louis XVI, représenté ici en costume de sacre, est un petit-fils de Louis XV. Il épouse Marie-Antoinette en 1770, puis devient roi de France. Roi qui est passionné de travaux artisanaux comme la serrurerie. On a souvent dit qu'il était peu préparé, peu intéressé par son métier de roi. Donc il va régner Louis XVI de 1774 à 1792. On va voir que en petit 1, la situation financière du pays sous son règne est catastrophique,
car sous Louis XVI, le déficit budgétaire est très important. Les dépenses sont largement supérieures aux recettes, et la guerre d'Amérique a fortement augmenté ses dépenses. L'envoi d'hommes en Amérique a coûté très cher au pays. Alors, on le voit bien ici avec le budget de l'État en 1788. Sur cette balance, on voit des revenus de 503 millions de livres contre 620 millions de dépenses. Ces dépenses sont essentiellement, comme on peut le voir, le remboursement de la dette qui pèse d'un poids énorme sur le budget, puisque la moitié de ce budget, la moitié de ces dépenses sont pour rembourser cette dette. Donc les autres dépenses militaires, diplomatiques ou travaux publics sont finalement importantes mais relativement faibles par rapport à la dette. La cour et les privilégiés coûtent très cher, 36 millions de livres, mais même si on les supprimait, ça n'empêcherait pas d'avoir un fort déficit. Donc les revenus qui sont en face sont liés surtout aux impôts directs, comme la taille ou le 20e, les impôts indirects comme les taxes, gabelles ou droits de douane, et des recettes diverses comme la loterie. Donc on voit bien que les revenus sont insuffisants pour couvrir les dépenses. Donc comme le pays doit absolument rembourser la dette, il faut trouver d'autres revenus. C'est là tout le problème pour Louis XVI. Donc comment trouver d'autres revenus? Alors plusieurs ministres des Finances de Louis XVI vont tenter de trouver des solutions. Par exemple Calonne en 1787 va proposer de faire payer tout le monde, les privilégiés y compris, en faisant un impôt sur les propriétaires qui toucherait donc les biens ecclésiastiques, c'est-à-dire de l'Église, et les biens des nobles, ainsi que même les propriétés du roi. Calonne va proposer cette réforme, mais elle sera refusée, comme toutes les autres qui tentaient de faire payer les plus riches. Petit 2, des réformes impossibles. Donc le ministre des Finances de Louis XVI tente de faire des réformes en faisant payer des impôts à la noblesse et au clergé, mais il refuse et l'État est au bord de la faillite. Louis XVI est alors obligé de convoquer les États généraux. La situation est aggravée en 1788-1789 par une crise économique due aux mauvaises récoltes. En effet, comme on peut le voir sur ce graphique à droite, sur ce schéma à droite, des mauvaises récoltes en 1788 vont provoquer une hausse des prix du grain tout le long de la fin de l'année 88 et surtout au printemps 1789. Hausse des prix du grain qui va provoquer une baisse du pouvoir d'achat des habitants qui vont donc moins acheter de produits, ce qui va provoquer du chômage et une crise dans l'artisanat, mais surtout une disette auprès de la population la plus pauvre et notamment les paysans. Donc devant cette situation, Louis XVI va convoquer l'Assemblée des États généraux, assemblée qui n'avait pas été convoquée depuis 1614. Alors cette assemblée fait appel à des députés de tout le pays. Ces députés sont élus par ordre dans chaque région de France. Ainsi vont être élus 578 députés du tiers-état, essentiellement des bourgeois, 291 députés du clergé et 270 députés de la noblesse. On voit bien en comparant avec ce graphique en camembert que cette représentation est loin d'être équitable, puisque les paysans formaient l'énorme majorité des habitants et ils sont très peu représentés à l'Assemblée, tandis que noblesse et clergé, qui sont un tout petit nombre par rapport à la population, sont ultra représentés. Donc, conséquence de cela, on va voir quelle est la situation juste au printemps 1789, en s'intéressant tout d'abord aux aspirations des Français à la veille de la Révolution. Donc, petit 1, les cahiers de doléances. Début 1789, Louis XVI demande aux Français de donner leur avis sur les problèmes du royaume dans des cahiers de doléances. Ces cahiers vont regrouper les revendications rédigées par les 3 ordres dans toute la France. Ces revendications étant faites par ordre. Donc, sur cette image, la première page d'un cahier de doléances du bailliage d'Évreux. Et sur ce dessin, on voit bien le costume de cérémonie des messieurs des députés des 3 ordres des États généraux, tels qu'ils étaient représentés, donc clergé, noblesse et tiers-état. Alors, il est intéressant de regarder dans le détail les doléances de chacun des ordres. Alors, nous avons vu en cours un cahier du tiers-état des campagnes, un autre du tiers-état des villes, et un cahier de la noblesse. Donc, pour résumer, il est facile de voir que les demandes sont assez opposées. Alors là, on va tout de suite résumer de manière simple. Le tiers-état, en gros, veut des grands changements,
c'est-à-dire qu'il réclame la fin des privilèges, tout ce qu'il devait payer alors que les autres ordres ne payaient pas depuis des siècles. Il réclame l'égalité devant l'impôt notamment. Alors, particularité, les bourgeois veulent pouvoir accéder justement au pouvoir et avoir un petit peu plus de droits et d'autorité dans le pays, puisqu'ils ne peuvent rien diriger. Les paysans, eux, à l'intérieur du tiers-état, veulent notamment la fin des droits seigneuriaux, la fin des corvées, de tout ce qui le trouvait humiliant et qu'ils devaient payer depuis tant de siècles. Les nobles et les clergés, globalement, sont contre tout changement. Ils veulent conserver leurs privilèges, continuer de ne pas payer d'impôts, et ils refusent donc ces changements. Alors, petit 2, pour terminer, les caricatures, puisque à la fin au cours de l'année 1789, de nombreuses caricatures de la société apparaissent. Alors, par exemple, vous avez ici cette caricature qui vous montre donc un membre du clergé, un autre de la noblesse et un paysan. On voit bien ici le paysan qui est sous un poids énorme qu'il doit transporter. Il est fouetté par des singes ou même mordu par des animaux, sous le regard peu compatissant du noble et du clerc. On voit ici la présence de la fleur de lys, emblème du roi, qui est à côté de ces deux personnages, et le paysan qui n'a qu'une pauvre lanterne pour avoir une lueur d'espoir, et qui dit ça ne durera pas toujours, donc qui veut que ça change. Alors on retrouve ce type de choses dans une caricature aussi célèbre ici avec le paysan qui porte le membre de la noblesse et le membre du clergé. Enfin, une dernière caricature plus tardive, puisqu'elle date de 1791, où on voit le roi carrément caricaturé en cochon. Alors, elle est beaucoup plus tardive, puisqu'elle date d'après la tentative de départ de Louis XVI à Varennes. Donc ces caricatures étaient bien entendu interdites, mais elles se multiplient à l'époque. Donc petit 2, les caricatures reflets des revendications. Pour résumer, en 1789, les caricatures de la société d'ordre se multiplient. Elles montrent le désir de changement du peuple. Je rappelle en passant qu'une caricature est une image qui déforme ou exagère la réalité. Donc nous avons terminé avec ce chapitre. Le prochain chapitre d'histoire nous fera nous intéresser à l'ouverture des États généraux et au lancement de la Révolution française.